une chanson célèbre consacrée à l'entrée de Louis XIII à Paris en 1628 après la prise de La Rochelle. François Lebrun, bonjour. Bonjour. Trouvons là donner une sorte de panorama de la vie, Oui. de la capitale, de la principale ville de France au moment d'une fête. Cette chanson a le mérite de montrer l'importance que revêtaient les réjouissances publiques dans l'Ancien Régime, notamment les entrées royales, que ce soit dans la capitale, comme celle de Louis XIII en 1628, mais aussi entrées royales dans telle ou telle ville de province. Et alors, ces réjouissances publiques, l'organisation de ces réjouissances publiques était précisément l'un des attributs, et non l'un des moindres, des municipalités d'Ancien Régime. Et en même temps, toute une série de tableautins avec des personnages qui surgissent à leurs fenêtres, dans la rue, personnages de bourgeois. Voilà, avec cet emploi du mot bourgeois qui renvoie d'ailleurs tout simplement aux habitants de la ville, étant entendu qu'il s'agit quand même de la partie supérieure, si je puis employer cet adjectif, de la population de la ville. Alors je voudrais que nous commencions par rappeler quel était le poids de la civilisation urbaine dans cet ancien régime par rapport à la campagne. C'est évidemment un équilibre tout à fait différent de celui d'aujourd'hui. Voilà, si on se situe à la veille de la Révolution, on a une population urbaine en la définissant, comme aujourd'hui d'ailleurs, toute agglomération de plus de 2000 habitants. Eh bien, en 1789, ça représente quelques 16% de la population. Donc, les 84 autres pourcents vivent à la campagne. Aujourd'hui, c'est presque exactement l'inverse. On a 85% de Français vivant dans les villes. Des villes de plus de 2000 habitants. Avec la même définition. 2000 habitants, oui. 2000 habitants et plus. Et donc, 15% tout au plus vivant dans les campagnes. Donc l'enjeu du pouvoir municipal est évidemment autre aujourd'hui. Voilà, il y a un poids numérique qu'il ne faut pas oublier et qui pèse et qui doit intervenir dans toute interprétation ou rapprochement que l'on peut faire entre hier et aujourd'hui. Avec tout de même cette nuance tout à fait importante, c'est que si numériquement les villes n'avaient qu'une faible importance, si je puis dire, par rapport au poids démographique de la campagne, il ne faut pas oublier que par leur fonction, que ce soit par leur domination de tout ordre sur la campagne, elle pesait d'un poids qui n'a plus rien à voir, évidemment, avec le poids démographique. De ce quoi il y a une certaine croissance, je ne me trompe, au XVIIIe siècle. Il y a aussi le fait que, à partir, en gros, du milieu du XVIIIe siècle, il y a une croissance démographique de la population française dans son ensemble, mais qui est surtout le fait des villes, essentiellement d'ailleurs par émigration de la campagne proche. Vous parlez de domination sur la campagne. Quelles sont les formes que prend cette domination? Oui, ces formes sont d'ordre différent. Il y a d'abord tout simplement la domination financière, si je puis dire, la confiscation de toute une partie des ressources rurales par le biais des redevances de toutes sortes opérées par la ville. Je pense tout simplement au fermage. C'est les bourgeois des villes d'Ancien Régime, un élément essentiel de leur fortune, c'est une puissance foncière dans la campagne proche ou même lointaine. Également, n'oublions pas le poids des propriétés ecclésiastiques sur la campagne. Propriétés ecclésiastiques, étant entendu que ces ecclésiastiques dont nous parlons vivent pour les plus des trois quarts dans les villes. Bon, Aujourd'hui, évidemment, tout ça est assez largement dépassé. Les villes ont leur propre richesse, leur propre domination, simplement par leur masse, et non plus par cette façon de pomper les richesses de la campagne. Voilà. Puis il y a une dernière domination qu'il ne faut pas oublier, c'est la domination, c'est la supériorité intellectuelle, si je puis dire, de l'urbain sur le rural. C'est resté très longtemps, et c'est évident que c'est un élément tout à fait déterminant qu'il ne faut pas oublier lorsque on pense au poids de la ville sur la campagne. Il suffit de prendre par exemple le dictionnaire de Furetière en 1690 pour voir de quel adjectif péjoratif il traite les ruraux, les campagnards. Au théâtre aussi, de Molière à Marivaux, Jalousie du barbouillé jusqu'aux paysans pervertis. Absolument. Le paysan, par définition, c'est l'homme mal équarri. D'ailleurs, l'urbanité dit bien ce que ça veut dire. Le paysan, il n'est pas urbain au sens d'urbanité. Alors, quelles sont les fonctions des villes dans cet ancien régime? Est-ce qu'elles sont celles d'aujourd'hui? Il y a des rapprochements possibles, il y a aussi bien des différences. On peut faire allusion même brièvement aux fonctions militaires.
Aujourd'hui, ça n'est plus tellement important. Non. Il faut pas Et dire d'ailleurs, que- précisons que au XVIIIe siècle, ces fonctions militaires ont largement disparu. Où en sont les remparts à cet égard? Voilà, c'est ça. Il y a dès le milieu du XVIIe siècle, dès le règne personnel de Louis XIV, la plupart des villes, à commencer par Paris, suppriment leurs remparts. Ils suppriment leurs remparts pour deux raisons. D'abord parce que dans la plupart des cas, ils empêchent l'accroissement de la ville. C'est comme un corset. Voilà, c'est ça. Donc, il faut le faire sauter. Et on a d'autant plus de raison de le faire sauter que le rôle défensif, on peut estimer qu'il ne joue plus. La France... il y a le problème de ses frontières, bien sûr, ses frontières de l'Est, du Nord-Est surtout. Mais enfin, en dehors de ce problème un peu particulier des villes frontières, la France s'estime maintenant à l'abri de toute invasion étrangère. Mais pourtant, à Paris, les fortifications, les fortifs, ça va les durer fortifs. encore longtemps. Oui, Et oui, ça oui. ira. C'est vrai, mais les murailles médiévales vont disparaître au milieu, enfin, dans la seconde moitié du XVIIe siècle et donner place au Grand Boulevard. Laissons cette fonction militaire Voilà. qui n'est vraiment Voilà. plus Alors, d'actualité. la fonction militaire qui Oh, pratiquement disparaît, même si dans chaque ville il y a une milice bourgeoise, mais qui joue de plus en plus un rôle de, comment dirais-je, lors des réjouissances publiques qu'autre chose. Alors il y a les fonctions administratives. Hein. La plupart des villes s'administrent elles-mêmes, enfin, avec plus ou moins de limites. Il y a aussi sur place en ville les premiers rouages importants de l'administration royale, les premiers relais de l'administration royale. Fonction aussi, dans cette France d'Ancien Régime, fonctions religieuses et culturelles. Nombreuses sont les villes à être le siège d'un évêché. Il y a une centaine d'évêchés dans la France, 120 même. Mais ça, c'est toujours le cas. Il y a toujours oui, les mais villes sont toujours les capitales des voilà. Mais en des particulier diocèses. dans la France du Midi, il y a des évêchés dans des petites villes j'allais dire, de 25e ordre, démographiquement parlant. De même, les villes sont le siège de nombreux couvents créés au XVIIe siècle. Enfin, c'est dans les villes, bien sûr, que l'on trouve collèges et universités. Alors, fonction intellectuelle, fonction éducative Absolument. et puis fonction économique. Ah, bien la sûr. fonction économique, ça va de soi. Hein. La ville, je dirais presque, elle se définit comme l'endroit où s'opèrent les transactions. Les foires et les marchés sont en ville. Les grands ports maritimes et fluviaux ce sont par définition des villes. Carrefours routiers et par enchaînement, si vous voulez, ces relations commerciales ont généré au cours du temps un artisanat particulier plus ou moins développé et au XVIIe et XVIIIe siècle, des manufactures, là aussi, plus ou moins importantes et développées. Alors cette grande diversité de fonctions, François Lebrun, se traduit naturellement dans la diversité des responsabilités de ceux qui sont en charge de l'administration de ces villes. Voilà. C'était vrai à l'époque et c'est vrai aujourd'hui. On est l'élu le plus polyvalent de France. Et on est l'élu le plus proche de tous les citoyens. Donc tout arrive vers nous, je dis pas tout nous retombe dessus, mais c'est un peu ça quand même. Forcément, tout le monde vient à nous ensuite à régler les problèmes, même quand ça relève pas de notre compétence, hein, soit auprès de l'État, soit auprès du département, soit auprès de la région, soit de toute autre structure. Donc on s'est retrouvé un peu au carrefour, comme si le citoyen voulait faire, et je comprends d'ailleurs son attente et sa demande, de la mairie, le guichet unique des services publics en fait. La tâche est trop complexe et trop lourde, voire risquée, parce que vous savez qu'un grand nombre de maires sont, pour un certain nombre d'événements qui se passent dans leur commune, mis en examen assez facilement, alors qu'ils n'ont pas une responsabilité individuelle, en tout cas directe. Vous avez reconnu François Lebrun, j'imagine, celui qui s'exprime ici, qui est un breton comme vous, c'est Bernard Poignant, le maire socialiste. Le maire socialiste de Quimper, il a bien profité, il s'exprime sur la question du pouvoir des maires à l'occasion du Congrès des maires de France, le 19 novembre 1997. Oui, et cette définition, au plus près des réalités d'aujourd'hui, permet tout de même de mesurer les différences avec l'Ancien Régime, surtout si l'on se situe à la veille de la Révolution. Hein. Parce que, certes, les municipalités d'Ancien Régime conserve jusqu'au bout une importance dont nous allons parler, mais tout de même l'extension du pouvoir royal a considérablement mordu sur ses prérogatives municipales. Et donc moins de polyvalence, on ne peut pas reprendre l'expression de Bernard Poignant pour cette période?
l'expression de polyvalence peut s'employer, on va le voir, parce qu'il y a tout de même, encore une fois, même à la fin du XVIIIe siècle, de très nombreux domaines où s'exerce l'activité des municipalités. Mais en même temps, cet exercice est de plus en plus bridé à mesure que l'on avance au XVIIIe siècle par l'exercice du pouvoir central. Avant de voir comment il est bridé, ça. ce pouvoir, voyons comment il se constitue. Parce que ça remonte naturellement dans un lointain passé. C'est l'héritage du mouvement d'émancipation des communes urbaines du XIe, du XIIe siècle. C'est ça. C'est là que se situe le début de ces communes, comme on les appelait à l'époque, qui se sont mises en place face au pouvoir seigneurial, au pouvoir féodal, plus qu'au pouvoir royal. C'est surprenant pour notre France si uniformisée, avec une grande diversité de formes qui tiennent à la spécificité des développements autonomes à tel ou tel endroit, même dans le vocabulaire. C'est vrai, même dans le vocabulaire. Est-ce qu'on dit maire à l'époque ? Le terme de maire s'emploie avec son synonyme de mailleur dans certaines provinces. On peut rappeler qu'à Paris, le maire, c'est le prévôt des marchands. Hein. C'est le fameux Étienne Marcel qui incarne ça avec force. Étienne Marcel, qui, au XIVe siècle, a essayé de promouvoir un pouvoir particulièrement important pour Paris. Jacques Chirac aimait beaucoup, quand il était maire de Paris, se référer à Étienne Marcel. Dans la statue, d'ailleurs, jouxte l'hôtel de ville à Paris. Absolument. Ah ben oui, c'est une référence obligée, si je puis dire. Donc prévôt des marchands à Paris, à Lyon aussi. À Lyon aussi, le terme s'emploie. En ce qui concerne les échevins dont nous allons parler, on trouve aussi des synonymes au mot échevin. On parle plutôt de consul dans les villes du Midi. Vous savez qu'on parle de capitoul à Toulouse. Les Toulousains aiment bien de temps en temps d'ailleurs employer le terme. De Jura à Bordeaux. Donc oui, il y a un vocabulaire un peu différent qui n'est que le reflet, si je puis dire, de la diversité de l'ancienne France. Ce que nous appelons, nous, les conseillers municipaux. Avec une nuance tout de même importante, parce que les échevins sont un intermédiaire entre le maire, on va continuer à l'appeler comme ça, même si, encore une fois, le terme peut être un peu différent selon les villes. Les échevins sont un intermédiaire entre le maire et les conseillers de ville.